Vous croyez que la Russie ouvre une ambassade au Togo par amour de la démocratie? Attendez de découvrir ce qui se joue vraiment dans les salons du Kremlin quand Poutine reçoit l'héritier d'une dynastie qui tient un pays de 8 millions d'habitants depuis 58 ans, comment gère une épicerie familiale et que personne, absolument personne en Occident ne trouve rien à redire. Le 19 novembre 2025, dans le Green Hall du Kremlin, Vladimir Poutine serre la main de Faure Gnassangbé et annonce l'ouverture d'une ambassade russe à Lomé pour 2026, un moment présenté comme historique par les médias officiels, mais ce que ces communiqués aseptisés ne disent pas, c'est que cette poignée de main scelle l'entrée d'un petit pays côtier ouest-africain producteur de phosphate dans l'orbite d'une Russie qui réinvente son influence en Afrique après le fiasco Wagner, et que derrière les sourires diplomatiques se dessine une réalité terrifiante où un régime autoritaire vieux de plus d'un demi-siècle trouve refuge dans les bras d'une puissance qui fait du Sahel son nouveau terrain de jeu géopolitique pendant que l'Occident regarde ailleurs. Faure Gnassangbé n'est pas un président comme les autres. C'est le fils de Gnassangbé Eyadema, dictateur qui a pris le pouvoir en 1967 après avoir personnellement participé à l'assassinat du premier président togolais Sylvanus Olympio en 1963 devant l'ambassade américaine. 38 ans de règne de fer pour le père, 20 ans déjà pour le fils, qui a hérité du trône en 2005 dans des conditions tellement douteuses que l'ONU a recensé entre 400 et 500 morts lors des violences post-électorales. Une transmission monarchique déguisée en démocratie où les frontières ont été fermées pour empêcher le président légitime de l'Assemblée nationale de rentrer au pays, où la Constitution a été modifiée en une nuit pour permettre au fils de se présenter, et aujourd'hui, cette même dynastie cumule 58 années de pouvoir ininterrompu, deuxième plus longue dictature familiale au monde après la Corée du Nord. Et le plus hallucinant, c'est que tout le monde fait comme si c'était normal. Quand Poutine parle de renforcer la coopération économique avec le Togo, malgré l'absence d'ambassade jusqu'ici, quand il évoque ces échanges commerciaux qui progressent à un rythme généralement bon, ce qu'il dit vraiment, c'est que la Russie a trouvé en Gnassangbé le profil parfait pour étendre son emprise sur l'Afrique de l'Ouest, un dirigeant qui a désespérément besoin de soutien international face à une opposition qu'il réprime systématiquement, face à une population dont 40% vit sous le seuil de pauvreté, alors que le pays figure à la 167e place sur 189 dans l'index de développement humain des Nations Unies. Et la beauté cynique de cette alliance, c'est que Poutine n'a même pas besoin de déployer des mercenaires au Togo, comme il l'a fait au Mali ou au Burkina Faso, il lui suffit d'ouvrir une ambassade et de promettre une coopération dans l'énergie, l'agriculture, la sécurité, exactement le même discours qu'il a servi aux juntes sahéliennes avant que le groupe Wagner puis l'Africa Corps ne transforment ces pays en zone de non-droit où les massacres de civils permettent aux groupes terroristes de recruter massivement. Ce qui fascine dans cette rencontre au Kremlin, c'est l'alignement parfait des intérêts. Gnassangbé qui vient chercher une légitimité internationale auprès d'une Russie qui elle-même est isolée par les sanctions occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine, Poutine qui accueille un dirigeant dont la France, ancienne puissance coloniale, ne peut plus se permettre de critiquer trop fort parce que Paris a besoin de la stabilité togolaise dans une région où elle s'est fait éjecter du Mali, du Burkina Faso et du Niger après des coups d'État probablement soutenus en coulisses par les services secrets russes, et pendant ce temps, 86 étudiants togolais bénéficient de bourses d'État russes contre une dizaine il y a 2 ans. Chiffre qui paraît dérisoire, mais qui révèle une stratégie d'influence à long terme où Moscou forme les futures élites d'un pays qu'elle compte bien garder dans son camp. La gouverneure de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, était présente à cette réunion aux côtés du vice-premier ministre Alexandre Novak et de Piotr Fratkov, président du directoire de la PSB Bank. Une délégation qui n'avait rien d'un simple échange de politesse diplomatique, mais tout d'un conseil d'administration planifiant l'exploitation économique d'un nouveau territoire. Et quand Poutine insiste sur la nécessité de renforcer la coopération en matière de sécurité face à la menace terroriste en Afrique de l'Ouest, quand il salue la contribution du Togo à la stabilité régionale, ce qu'il propose en réalité, c'est le même marché de dupes qu'il a vendu aux militaires maliens, la promesse de protéger le régime en place contre les djihadistes en échange d'un accès aux ressources naturelles et d'une base géopolitique pour contrer l'influence occidentale. Sauf que partout où Wagner puis l'Africa Corps sont intervenus, la situation sécuritaire s'est effondrée. Les mercenaires russes agissant en dehors de toute chaîne de commandement, utilisant le matériel militaire sans autorisation, affichant un comportement raciste envers leurs homologues locaux et surtout commettant des massacres de civils qui alimentent le recrutement terroriste au lieu de le tarir.
L'ironie absolue de cette histoire, c'est que l'Occident, la Banque mondiale, la Chine, tous préfèrent la stabilité que représente la dynastie Nyangsingbé plutôt que le risque d'un chaos démocratique. Les Européens, qui jugent que la priorité est de lutter contre le terrorisme sahélien, acceptent qu'un autocrate règne sans partage sur son pays depuis plus d'un demi-siècle. La Banque mondiale, qui vient d'accorder 150 millions de dollars au gouvernement Nyangsingbé pour améliorer le réseau électrique, ferme les yeux sur les fraudes électorales systématiques dénoncées par l'opposition à chaque scrutin depuis 2005. Et maintenant, c'est la Russie qui vient offrir son parapluie de protection à un régime dont la seule légitimité repose sur la force armée et le soutien des puissances étrangères qui préfèrent un dictateur prévisible à une démocratie incertaine. Quand Nyangsingbé sort de sa rencontre avec Poutine et déclare que leurs échanges ont été francs, respectueux et très constructifs, qu'il parle d'une relation solide bâtie sur la confiance, la souveraineté et le partenariat mutuellement bénéfique, on se demande de quelle souveraineté il parle exactement. Celle d'un pays dont le chef d'État a emprisonné son propre demi-frère Kpatcha pour 20 ans en 2009 sous prétexte de tentative de coup d'État, celle d'un régime qui a fait adopter en 2024 une réforme constitutionnelle transformant le système présidentiel en régime parlementaire, où le président du Conseil des ministres, désormais la plus haute fonction exécutive, n'est autre que le chef du parti majoritaire à l'Assemblée, c'est-à-dire Nyangsingbé lui-même, qui peut théoriquement rester au pouvoir indéfiniment après avoir déjà truqué la Constitution pour s'autoriser 2 mandats supplémentaires. Une mécanique institutionnelle digne des pires régimes totalitaires, mais que personne ne dénonce vraiment parce que le Togo fait partie de ces petits pays dont le sort n'intéresse personne tant qu'il ne déstabilise pas la région. Ce qui rend cette alliance russo-togolaise encore plus glaçante, c'est qu'elle s'inscrit dans une stratégie russe de repositionnement total en Afrique après la mort de Prigojine en août 2023 dans un accident d'avion mystérieux que tout le monde impute au Kremlin. La Russie a transformé son approche en passant du déni plausible offert par les mercenaires privés de Wagner à une implication directe de l'État via l'Africa Corps, une entité paramilitaire contrôlée par le ministère de la Défense et liée au GRU qui formalise et institutionnalise la présence militaire russe sur le continent. Et parallèlement, Moscou a développé tout un écosystème d'influence informationnelle structuré avec des agences de communication pro-Kremlin comme African Initiative, dirigée par Viktor Loukovenko, ancien cadre de Wagner et soutenu par le FSB selon le département d'État américain, des organisations qui recrutent journalistes, blogueurs et influenceurs locaux pour diffuser des récits favorables à la Russie et dénigrer les anciennes puissances coloniales européennes. Une guerre de l'information sophistiquée qui a permis à Poutine de faire croire à une partie des élites africaines qu'il était venu combattre l'impérialisme occidental dans les années 50, 60 et 70, alors qu'il n'était qu'un enfant à cette époque. Une désinformation qui se répand comme une traînée de poudre dans les anciennes colonies françaises du Sahel, où les drapeaux russes flottent désormais dans les manifestations anti-françaises. Le timing de cette ouverture d'ambassade russe au Togo n'est pas un hasard. Elle intervient alors que la Russie consolide sa présence en Libye, au Soudan, en République centrafricaine, au Mali et au Niger, que l'Africa Corps remplace progressivement Wagner en poursuivant les mêmes missions, mais sous contrôle étatique direct, que Moscou exige de Bangui un paiement en espèces pour ses services, alors que le gouvernement centrafricain préférait continuer les compensations via les ressources minières, comme l'or ou l'uranium, une transition qui montre que la Russie passe d'une influence brute à une approche plus subtile et durable, combinant propagande, partenariats locaux et appui sécuritaire. Et le Togo, avec sa position stratégique sur le golfe de Guinée, son port de Lomé, qui est l'un des plus importants de la région, ses réserves de phosphate, devient une pièce maîtresse dans ce grand échiquier où Poutine cherche à encercler l'Occident en prenant le contrôle des routes commerciales et des ressources africaines. La vraie question que personne ne pose, c'est pourquoi l'opposition togolaise reste si faible face à un régime qui a massacré entre 400 et 500 personnes en 2005, qui a réprimé violemment les manifestations de 2017 et 2018, faisant au moins 5 morts selon la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui a fait adopter en août 2019 une loi restreignant sévèrement la liberté de manifestation, officiellement pour des raisons de sécurité dans un contexte de menace terroriste,
Et la réponse terrifiante, c'est que ce régime a réussi à tisser un réseau d'alliances internationales si dense que personne n'a intérêt à le voir tomber. La France, qui a besoin d'un allié stable dans une région où elle perd pied, la Chine, qui investit massivement dans les infrastructures togolaises, la Russie, qui vient d'ouvrir une nouvelle porte d'entrée en Afrique de l'Ouest, et même les États-Unis, qui font des signes au Togo depuis son intégration au Commonwealth en 2022, dans l'espoir de bénéficier de programmes d'aide au développement. Tout le monde préfère Nya-Sangbe au chaos potentiel d'une transition démocratique. Et c'est précisément ce calcul cynique qui permet aux dynasties autoritaires de prospérer au XXIe siècle sous couvert de stabilité régionale. Ce qui devrait faire frémir, c'est que pendant que Poutine annonce l'ouverture de son ambassade à Lomé, pendant que Nya-Sangbe prête serment comme président du Conseil des ministres en mai 2025 devant le Conseil constitutionnel, avec les forces armées qui lui font allégeance comme chef suprême des armées, pendant que son parti, l'Union pour la République, rafle 108 sièges sur 113 aux législatives d'avril 2024, puis 34 des 41 sièges de sénateurs lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, pendant que tout cela se déroule dans une indifférence internationale quasi totale, la Russie est en train de reproduire au Togo exactement le même schéma qu'elle a appliqué ailleurs en Afrique, sauf qu'ici, elle n'a même pas besoin d'envoyer de mercenaires, puisque le régime est déjà suffisamment verrouillé pour se maintenir seul. Elle a juste besoin d'offrir une légitimité diplomatique et une promesse de soutien sécuritaire en cas de besoin. Et en échange, elle obtient un accès privilégié à un pays stratégiquement positionné, une base pour étendre son influence vers les pays côtiers ouest-africains encore Relativement épargné par la présence russe, et surtout un nouveau pion dans sa guerre géopolitique contre l'Occident. L'absurdité totale de cette situation, c'est que Gnassingbé se présente comme un médiateur régional, qu'il a intercédé auprès de la CEDEAO pour le Niger après le coup d'État de juillet 2023, même si ça n'a pas empêché le régime putschiste d'annoncer son retrait de l'institution régionale, qu'il s'était investi dans la crise malienne et les tensions entre Abidjan et Bamako, qu'il joue ce rôle de diplomate respectable sur la scène internationale alors qu'il dirige son propre pays d'une main de fer depuis 20 ans, après avoir hérité du pouvoir de son père qu'il avait exercé pendant 38 ans, et que maintenant il ajoute la Russie à son portefeuille d'alliance en prétendant qu'il est nécessaire de discuter avec tous les grands acteurs mondiaux comme Washington, Paris et Moscou, une stratégie de diversification qui sonne bien en théorie, mais qui en pratique signifie qu'il joue toutes les puissances les unes contre les autres pour garantir sa propre survie politique sans jamais avoir à rendre de compte à son peuple. Voilà ce que cache vraiment l'annonce de Poutine devant Gnassingbé, une alliance entre deux régimes autoritaires qui ont compris que dans le monde multipolaire actuel, où les Occidentaux sont affaiblis par leurs propres contradictions, où la Chine étend son influence économique sans poser de questions gênantes sur la gouvernance, où la Russie offre une protection militaire sans les serments démocratiques, un dictateur africain peut régner indéfiniment tant qu'il maintient une façade de stabilité et qu'il distribue les contrats aux bonnes puissances. Et la vraie tragédie, c'est que les 8 millions de Togolais, dont la moitié vit dans la pauvreté, dont les hôpitaux sont devenus des mouroirs faute d'équipement, dont le système éducatif, jadis réputé dans toute l'Afrique de l'Ouest, s'est effondré, dont les libertés fondamentales sont systématiquement violées, ces millions de personnes n'ont absolument aucun recours parce que le régime qui les opprime depuis 58 ans vient de trouver un nouvel allié puissant qui garantit qu'il pourra continuer à les opprimer pour les décennies à venir. Et personne, absolument personne, ne viendra les sauver parce que dans le grand jeu géopolitique entre la Russie, la Chine et l'Occident, le sort d'un petit pays africain ne pèse rien face aux intérêts stratégiques et économiques en jeu. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'une ouverture d'ambassade présentée comme un événement diplomatique historique, demandez-vous qui en profite vraiment et combien de temps encore nous allons accepter que des dynasties familiales règnent sur des pays entiers avec la bénédiction de toutes les grandes puissances qui prétendent défendre la démocratie et les droits humains. Abonnez-vous sur Afrique Minute et partagez. Activez les cloches de notification pour ne rien rater des infos.